Cette semaine, à sous-ordonnance, on va avoir tous les symptômes qui répondent à tous les ingrédients qu'il y a dans le sirop. Les gens vont le prendre pour de la toux, mais c'est le seul symptôme. Mais là, ils se ramassent à prendre du Tylenol avec un décongestionnant puis tout le kit. Là. Mais combinés ensemble, comment ils ont fait ça, ces compagnies-là, pour le combiner? Les dosages, c'est aberrant. Il n'y a aucun patient que je le recommanderais. Il y en a zéro. Non, exact. Zéro. Moi, c'est les patients qui prennent ça pour s'hydrater les yeux, ça me tue. Ou que c'est marqué, ils ont des allergies saisonnières, fait qu'ils prennent ça en pensant que c'est ça qui traite leurs symptômes. Comme oui, ça va soulager immédiatement la rougeur pour une journée ou deux, mais après ça, à partir de la troisième journée, ça crée de la rougeur parce qu'ils veulent la langue noire. Oui, c'est un effet secondaire qui me refroidirait. Bienvenue au deuxième épisode de Sous-ordonnance vidéo dans laquelle on va parler des médicaments de vente libre qu'on jetterait à la poubelle, dans le sens qu'on les utiliserait pas. Non, qu'on les recommanderait pas non plus. Non, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Carl, je suis pharmacien. Et moi, mon nom est Kate, pharmacienne aussi. Puis, non, c'est ça, je pense qu'on a fait plusieurs vidéos sur TikTok où on parlait de médicaments de vente libre qu'on recommandait pas. Fait que là, je pense que c'est intéressant, on va en parler plus en détail aujourd'hui. Ouais. Puis là, c'est quoi le concept auquel tu as pensé? C'est ça, fait que je me suis fait une liste de 5 médicaments ou de familles de médicaments que je recommanderais pas. Kate a fait la même chose, puis on ne l'est pas dit lesquels. Fait qu'on va voir si on a les mêmes. OK. Tu veux-tu commencer ou je commence? Je peux commencer. Je vais juste ouvrir ma liste. Bon. Fait que, donc, médicaments de vente libre qu'on jetterait à la poubelle. Mon premier, c'est homéopathie. Ouais, j'allais dans ma liste aussi. Ben, c'est ça, je me disais. Ça, c'était sûr que tu l'avais aussi. C'est difficile de passer par-dessus ça. Puis pourquoi tu jetterais ça à la poubelle? Ben, tu pourrais le jeter à l'eau, peut-être. Eh boy, t'as pensé à cette blague-là. Non, je l'ai pas pensé, je l'ai écrit sur le fly. Wow! Ouais, non, mais pour vrai, c'est de l'eau. Ben, effectivement. Dans le fond, tu sais, le principe d'homéopathie, si on veut expliquer rapidement, c'est que c'est des... bon, à la base, je sais pas trop c'est quel type d'ingrédients. Je pense que c'est des produits de santé naturelle, mettons. Là. Je pense que c'est d'origine végétale ou animale ou de minéraux, même des fois, en tout cas, bref. C'est des principes actifs qui sont extrêmement dilués parce que le principe de l'homéopathie repose sur la mémoire de l'eau, je pense. Écoute, fait qu'au final, c'est tellement dilué l'homéopathie que, dans le fond, vous payez pour de l'eau. Puis moi, ce qui me titille avec l'homéopathie, c'est que des fois, c'est pas tout le temps clair, les produits en vente libre, que c'est ça, justement. Ouais, puis ce qui me titille aussi, c'est que la législation est comme tellement peu sévère sur qu'est-ce qu'ils peuvent mettre sur leur boîte. Fait que des fois, ça a l'air des produits super bien étudiés, miraculeux, puis finalement, c'est tout sauf ça. Ben, tu sais, mettons, je pense, exemple, au Oragel pour enfants. Ben oui. Je trouve que les gens, souvent, ils savent pas que c'est un produit homéopathique. Les sirops pour enfants aussi, il y en a quelques-uns que c'est des sirops homéopathiques. Je pense que c'est plus ou moins clair, peut-être, sur les emballages. Le Camilla, le truc pour la poussée dentaire aussi. Tu vois, on les connaît pas tant parce que c'est des produits qu'on recommande jamais. C'est ça. Moi, des fois, quand un patient me demande ça, j'ai aucune idée il est où dans la pharmacie parce que je le recommande jamais. Fait que c'est comme d'en ranger des produits que je recommande pas. Mais aussi, tu sais, mettons, moi, ma pharmacie, on en a vraiment pas beaucoup. Ouais. Mais je pense qu'effectivement, c'est des médicaments que je mettrais à la poubelle. Donc, aussi, l'affaire, c'est que c'est quand même dispendieux, ce genre de produit-là. C'est impossible que ça fonctionne. Ça a été prouvé là, selon plusieurs études qu'il n'y a aucune efficacité à l'homéopathie. Puis là, je dis aucune efficacité parce que pour avoir de l'efficacité, dans le fond, il faut que le médicament soit plus efficace qu'un placebo. Donc là, souvent, les gens vont dire « Ah, ben l'homéopathie, ça fonctionne, c'est comme un placebo. » Mais non. Les médicaments qui sont efficaces, c'est qu'ils sont plus efficaces lorsque comparés à un placebo. C'est ça, c'est pour ça que... C'est ça, les études de médicaments, comment c'est fait, puis toute étude sérieuse pour mettre en marché un médicament, ce qui doit être fait, c'est de donner un produit à un groupe de personnes, les randomiser là, pour pas qu'il y ait... Fait qu'on prend de manière aléatoire, on sépare les patients selon les différentes caractéristiques de chacun des patients. Puis on compare ça à un groupe qu'on donne le placebo. Puis on dit pas à personne qui a quoi.
puis on Puis un compare les groupe qu'on résultats. donne le médicament. Ouais, c'est ça. Fait que, puis ça, après ça, on compare les résultats, puis c'est là qu'on va voir s'il y a une efficacité supplémentaire par rapport au placebo. C'est ça, parce que même le groupe auquel on donne un placebo, il peut avoir une certaine efficacité, mais ce qu'on veut pour qu'un médicament soit efficace, c'est que le groupe avec le médicament, l'efficacité soit statistiquement supérieure au groupe avec le placebo. Mm. Que... Puis, tu sais, pour ceux qui se demandent quand ils achètent un produit, savoir si c'est un médicament, un produit de santé naturelle ou un produit homéopathique, il y a comme des numéros uniques, si on veut, là, pour identifier le médicament ou le produit de santé naturelle. C'est, mettons, un médicament, ça va être un DIN, DIN. Ça va être marqué sur le produit qu'on achète, ça serait marqué un DIN. Pour les produits de santé naturelle, c'est un NPN. Puis les homéopathiques, c'est H. En tout cas, on le mettra à l'écrit, là, mais il y a aussi une petite abréviation pour il va être écrit homéopathie sur ce genre de produit-là. C'est juste que, tu sais, en réalité, je pense que il y a personne qui fait ça, là, regarder les emballages en détail. Mais c'est ça. Bon, bref. Okay. On a quand même... bon, on avait un premier produit en commun. Okay. Vas-y avec ton prochain. OK. Deuxième produit que je jetterai à la poubelle. Je vais aller avec un produit, je sais pas si tu as mis le combo Gésic ou l'Advil Plus. Non, j'avais pas mis ça. Non, parce que, ben, je trouve, moi, je le mettrais à la poubelle pour, pas parce que c'est un mauvais produit, l'Advil, pas parce que c'est un mauvais produit, le Tylenol, mais combiner ensemble, comment ils ont fait ça, ces compagnies-là, pour le combiner, les dosages, c'est aberrant. Ça ne fonctionne pas. Ben, dis-moi en plus. J'ai regardé les dosages. Okay. Dans le combo Gésic, c'est 325 mg de Tylenol et 97,5 mg d'ibuprofène. Donc, quand on veut donner une dose qui a de l'allure habituellement, on va donner 1000 mg de Tylenol. Mm-hmm. Habituellement, 200 mg d'Advil, c'est quand même une dose qui a bien du sens. Okay? Ben, 200-400. Ouais, 200-400. Mais tu sais, avec ça, il faudrait que tu prennes premièrement comme 2-3 comprimés de la chute pour avoir une dose qui est efficace. Puis, tu sais, à la base, ton Tylenol et ton Advil sont pas... Mettons, ton Tylenol, pour avoir une dose efficace, ça t'en prend 3. Puis ton Advil, ben, tu sais, déjà là, à 2, tu serais avec une bonne dose qui aurait du sens. Là. Fait que déjà là, ça marche moins bien. L'Advil Plus, c'est encore pire, là, je trouve. C'est 125 mg d'ibuprofène puis 250 mg de Tylenol. Fait ouais, je comprends pas c'est quoi la logique dans C'est comme on va faire un produit qui a une dose de Tylenol qui est pratiquement, je veux dire, rien. Là. 250, ça en prendrait 4 pour avoir la dose qui est recommandée. Mais ça correspondrait pas. Ben, on serait rendu à 500 mg d'Advil, ce qui est quand même une très grosse dose. Puis on s'entend aussi qu'on va passer assez vite le paquet à 4 comprimés de la shot, là. Puis c'est pas vraiment recommandé de prendre en vente libre 500 mg d'ibuprofène de la shot. En résumé, ce que tu dis, c'est que les doses ne seraient pas optimales pour aucun des produits. Exact. En plein ça. Peu importe le nombre de comprimés que tu prends, il y en aurait comme un des deux qui serait pas optimal. En plein ça. Voire supérieur à la dose recommandée. De toute façon, je sais pas qu'est-ce qui m'a recommandé sur les emballages, là, mais au final, ce qui doit être recommandé, ça doit être des doses sous-thérapeutiques un peu. Exact, sûrement. Là, je pense pas qu'ils recommandent 3 comprimés de la shot, puis... Mais c'est aussi, on peut moins aussi jouer, je trouve, tous les produits qui sont combinés, on a moins de latitude de jouer avec les doses aussi. Si c'était bien optimisé, mettons que tu avais 500 mg de Tylenol dans un comprimé, puis mettons 100 mg d'Advil dans le même comprimé, ben là, t'en prends 2, t'as une dose un peu efficace des deux. Déjà, là, ça aurait plus de sens, mais là, je trouve qu'aux doses qu'ils ont faites, c'est un peu drôle. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis d'accord. Puis, tu sais, je pense que les situations où tu dois prendre du Advil et du Tylenol, c'est pas rare, mais pas extrêmement commun non pas plus. Tout le temps. Souvent, c'est pas nécessaire de prendre les deux. Souvent, tu commences par un, puis si t'as pas assez d'efficacité, là, tu peux essayer de rajouter l'autre, si c'est compatible avec ta condition de santé, évidemment. Mais c'est ça, comme là, tu prends les deux, tu sais pas vraiment qu'est-ce qui t'aide entre les deux produits. Parce que, tu sais, si t'as assez d'effet avec le Tylenol, ben, continue avec juste du Tylenol, viens pas prendre de l'Advil en plus. Là, si c'est pas assez, ben là, tu peux rajouter de l'Advil. Donc, moi, mon deuxième produit MVL que je jetterais à la poubelle, je pense que ça serait le Benadryl topique. Ouais.
Je l'ai pas mis. Tu l'as pas mis dans ta Je liste? l'ai pas mis, surprenamment. Fait on a quand même quelques-uns, ça veut Est-ce dire. que tu l'as déjà recommandé? Non, mais j'y ai pas pensé. C'est pour ça que je l'ai pas mis. Parce que c'est dur à penser aux produits que tu recommandes jamais. Parce que Ouais, justement. c'est parce qu'on le recommande pas. Mais oui, effectivement. Pourquoi tu recommanderais pas le Benadryl en crème? Dans le fond, je dirais que, premièrement, ce genre d'ingrédient-là, il y a un certain potentiel allergisant. Quand même d'irritation. Fait que, dans le fond, souvent, le Benadryl, on veut l'utiliser pour une composante allergique, mais ça pourrait faire l'effet inverse. Absolument. Puis, en plus, tu sais, mettons, souvent, ça serait pour une piqûre peut-être de moustique que les gens voudraient utiliser ça. Habituellement, ce que je vais recommander, c'est peut-être plus autre chose là, qui va être plus efficace, là, comme de la souvent de la cortisone ou peut-être à la limite un antihistaminique par la bouche. Là. Ouais. Mais je ne vois aucune utilité au Benadryl topique. Je le mettrais à la poubelle, ouais. Non, effectivement, parce que c'est pas vraiment efficace. Il y a un gros potentiel de réaction allergique. Puis comme tu dis, il y a des options antihistaminiques par la bouche. Il y a des meilleures options. Puis d'ailleurs, quand on parle d'antihistaminique par la bouche, on parle pas vraiment de Benadryl. Là. Non, pas de Benadryl. T'as bien raison. Les antihistaminiques de type H1, de deuxième génération, comme le Reactine, le Claritin, le Aerius, c'est de ça que je parlais. Ouais. Puis généralement, on peut aussi les donner aux enfants. C'est par exemple le Reactine, il y a des doses, il y a des formes liquides puis tout. Puis évidemment, demandez à votre pharmacien la dose appropriée, mais s'il y a comme une réaction un petit peu allergique sur la piqûre d'insectes, beaucoup de démangeaisons, cortisone, antihistaminique de deuxième génération. De deuxième génération. Mais dans tous les cas, là, on parlait d'un produit qu'on ne recommandait pas, mais c'est sûr que nos recommandations d'aller consulter votre pharmacien avant d'utiliser des produits de vente libre, ben, ça va tenir peu importe ce qu'on dit aujourd'hui parce que, tu sais, justement, on en parle depuis le début, mais il y a plusieurs produits qu'on recommande pas. Les produits, ça convient pas à tout le monde. Fait que là, tu sais, on émet un petit peu de... On parle d'autres options de traitement, mais il reste que avant de prendre un médicament de vente libre, idéalement, il faudrait que tout le monde consulte son pharmacien pour voir si c'est une bonne option, si c'est compatible avec leur dossier. Là. Mais voilà. Toi, ça serait quoi ton prochain produit? Ben, là, on est rendu à 4. Je pense que moi, c'était le 3e. Toi, ça va être... 4e. Ça va être mon 2e. Ton 2e à toi. Moi, je suis allée avec les sirops tout en un. Ah! Mais moi aussi, j'avais mis... En fait, moi, dans ma liste, j'avais mis les sirops antitussifs et expectorants. Ouais, ben, tu sais. Ben, je veux dire, moi, sirop tout en un, vraiment poubelle. Les autres, ça peut être situationnel, mais tu sais, c'est pas incroyablement efficace, juste point, là, les sirops pour la toux. Oui, effectivement, peu importe le sirop, souvent l'efficacité va pas être supérieure que de seulement prendre un peu de miel. Puis, mais pourquoi les sirops tout en un? Ben, tu sais, les sirops tout en un, premièrement, c'est rare qu'on va avoir tous les symptômes qui répondent à tous les ingrédients qu'il y a dans le sirop. Ça revient un peu au combo physique, là. Tout ce qui est combiné en général, ça va... C'est pas optimal. C'est pas optimal parce qu'on peut moins contrôler, on peut moins aller spécifiquement vers un symptôme. Tu sais, dans les sirops tout en un, il va souvent mettre un produit pour aider à dormir qui est souvent un produit de la même famille que le Benadryl, qui utilise la somnolence, puis ça... Ben ça, c'est un tout autre sujet, là, mais ça donne pas un sommeil qui est bien plus réparateur. Ça vous endort, mais vous allez pas vous sentir mieux nécessairement après. Il y a souvent un décongestionnant. Est-ce qu'on est vraiment congestionné? Puis il y a plein d'interactions avec les médicaments. Puis souvent... Ben, de contre-indication aussi. Ben, c'est ça, l'interaction de contre-indication, exactement. Puis ça, c'est quand même large, les contre-indications qu'il y a là-dessus. Puis ça, il y a plein de gens qui en prennent sans les demander au pharmacien. Puis, des fois, quand ils viennent nous voir avec le sirop tout en un, qu'ils prennent depuis une semaine, puis tu regardes son dossier, t'angoisses un petit peu en dedans. Il y a souvent un produit pour la toux, mais dans le produit pour la toux, il peut avoir aussi là, un antitussif, mais aussi des fois, ils vont rajouter un expectorant. Est-ce qu'ils combinent ensemble, ça fait du sens? Donc, moi, je l'avais mis dans ma liste parce que dans le fond, techniquement, un ingrédient antitussif, ça serait pour arrêter de tousser. Mais c'est que souvent, ils vont le combiner avec un ingrédient expectorant. Un expectorant, c'est pour venir un peu, justement, enlever les sécrétions, donc pour venir, justement, faire tousser. Fait que là, déjà là, la combinaison des deux est illogique. Dans le fond, ça aurait des effets contraires. Mais il y a aussi que effectivement,
en tant que pharmacien, tu sais, je vais jamais recommander la prise d'un médicament qui est pas utile, puis c'est justement, souvent avec les... Il y a tellement d'ingrédients que tu te rends compte que tu prends des médicaments pour rien, carrément. Tu sais, souvent aussi, ça va être mélangé avec de l'acétaminophène, donc du Tylenol, puis souvent, c'est pas nécessaire. Tu sais, les gens vont le prendre pour de la toux, mais c'est le seul symptôme, mais là, ils se ramassent à prendre du Tylenol avec un décongestionnant, puis tout le kit, là, comme tu dis. Fait que c'est pas utile, beaucoup d'effets secondaires, beaucoup d'interactions, beaucoup de contre-indications. Exact. Fait que... Puis juste pas des produits qu'on tu sais, même tout seul, c'est pas vraiment des produits qu'on recommande. Tu sais, mettons un décongestionnant par la bouche. Ouais, ben tu sais, c'est situationnel, puis c'est vraiment en fonction de vraiment chaque dossier, parce que... Je dirais que c'est pas fréquent, non, mettons, qu'on va vers cette option-là. Ou, tu sais, juste un antitussif tout seul, c'est pas fréquent non plus, parce que le miel va être autant efficace. L'efficacité est très modeste là, pour les sirops, pour la toux. Des fois, je pense que les patients ont absolument acheté quelque chose, mais il faut penser que des fois, ça va pas nécessairement bien plus aider que certaines options qui sont... Mais tu sais, c'est pas grave parce qu'au final, si les patients viennent nous demander conseil pour leur sirop, au moins on va pouvoir leur recommander une option qui leur convient, qui correspond aussi à leur dossier pharmautique. Donc, et à leurs symptômes. Et à leurs symptômes, exact. Et non pas prendre complet en espérant que ça traite tout, mais peut-être ça traite trop. Exact. Donc là, on était rendu à qui pour le prochain? C'est toi, je pense. Pour moi? Ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est toi qui l'as dit. OK. Le Robaxisal. Ah! Wow! En fait, pourquoi l'aspirine est en vente libre, point? Explique c'est quoi dans ce produit-là. Le Robaxisal, dans le fond, c'est du Robax. Donc, un relaxant musculaire. Mon Dieu, j'ai eu un blanc de mémoire. Un relaxant musculaire, mais mélangé avec de l'acide acétylsalicylique qui est de l'aspirine. Et l'aspirine, c'est jamais un médicament que je vais recommander. Bon, c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien au même type que, par exemple, l'Advil, mais c'est jamais un produit que je vais recommander pour la douleur. Pourquoi donc? Parce qu'il existe des meilleures options. Ouais. Genre vraiment meilleures options. Pas très efficace, puis il augmente plus aussi le risque de saignement. C'est pour ça qu'on va le donner, l'acide salicylique, plus chez des patients qui ont un antécédent, par exemple, d'AVC. Oui, donc dans le fond, habituellement, quand on voit de l'aspirine dans les dossiers, c'est en prévention d'événements cardiovasculaires et c'est pas la même dose que pour traiter de la douleur. Ça va être une dose beaucoup plus petite. Puis c'est vraiment habituellement un des seuls contextes où on voit l'aspirine. Des fois, on le voit pour d'autres choses, là, plus précises, par exemple, le traitement d'une péricardite. Mais bref, ça, c'est jamais des situations qu'on va traiter en vente libre, dans le fond. Non. Fait que moi, je recommanderais jamais de l'aspirine en vente libre pour la douleur. Le Robax, il existe d'autres options, donc le Robax A7 que ça va être avec du Tylenol ou le Robax Platine qui va être avec du Advil. Tout ça pour dire que, bon, encore une fois, l'Advil, c'est... Ben, le Robax, peu importe, demandez à votre pharmacien voir si ça correspond, si c'est compatible avec votre dossier avant d'en prendre. Mais vu qu'il existe le Robax Platine, il n'y a comme aucune raison de recommander le Robaxisal. Il y a vraiment poubelle, Robaxisal, parce qu'il n'y a aucun patient que je le recommanderais. Il y en a zéro. Non, exact. Zéro. Tu sais, Robax Platine, Robax A7, il va y en avoir des patients qui vont être compatibles avec ça. Robaxisal. Poubelle. T'as-tu ton prochain produit? Ben, on est à 5. Moi, je pense qu'on pourrait les garder pour une prochaine vidéo. Ben, moi, il m'en reste juste un. Ben, moi, il m'en reste 2. Je pense. Ben, on a peut-être le même. Vas-y donc, on va faire ça rapidement. Les gouttes Visine. Ah, mais là, ça peut pas être poubelle, ce produit-là, là. Mettons que le jour de ton mariage. Ah, là, moi, je suis une poubelle pareille. Ben là, tu voudrais te marier les yeux rouges. Mettons poubelle, là, mais comme une fois sur 365 jours, tu peux le sortir de la poubelle. Fait que pourquoi tu mettrais les Visine à la poubelle? Ben, tu sais, les Visine, les produits, en tout cas, la forte majorité des produits Visine, ils ont un décongestionnant dedans. Donc, Visine, goutte hydratante, mais avec décongestionnant.
Décongestionnant, c'est un produit qui va aider très rapidement avec les yeux rouges. De là, peut-être... Mais c'est la seule chose que ça va faire. C'est ça, peut-être... La seule chose que ça va faire, c'est que c'est un effet cosmétique, ça va enlever la rougeur, ça va diminuer la rougeur des yeux. Exact, donc... Mais... C'est ça, peut-être utile la journée de ton mariage, mais j'espère que tu n'as pas 3 mariages de fil, parce qu'à partir de 3 jours qu'on l'utilise, ça peut commencer à créer de la rougeur. C'est un effet rebond. Fait que dans le fond, quand on arrête de l'utiliser, là, la rougeur va revenir. Fait que là, on va comme être tenté de continuer à l'utiliser, puis là, ça va être un cycle sans fin. Exactement. Puis tu sais, moi, c'est les patients qui prennent ça pour s'hydrater les yeux, ça me tue. Puis c'est marqué, ils ont des allergies saisonnières, fait qu'ils prennent ça en pensant que c'est ça qui traite leurs symptômes. Comme oui, ça va soulager immédiatement la rougeur pour une journée ou 2, mais après ça, à partir de la 3e journée, ça crée de la rougeur, puis aussi ça traite en rien vraiment. Ça prévient pas les symptômes d'allergie. Ça va traiter la rougeur aux yeux, mais c'est tout, puis ça va pas... C'est pas le meilleur hydratant qu'on a non plus pour les yeux, là, mettons. Ouais, mais tu mettons juste le Visine, mettons, yeux rouges, souvent les gens, justement, qui ont les yeux irrités ou qui font des allergies, ils vont avoir un peu de rougeur, ils vont se tourner vers ça, mais... Tu sais, mettons, c'est que cosmétique comme effet, puis même qu'il va y avoir des agents de conservation quand même irritants dans ce genre de produit-là. Fait que dans tous les cas, ça va juste... Si on le prend pour une irritation ou quoi que ce soit, ça va juste empirer, quoi. Exact. C'était pas mal ça, je pense, les miens. T'en avais pas un autre? De toute façon, moi, il m'en restait un dernier. J'avais les... OK. Moi, mon dernier... C'est le Pepto-Bismol. Ben là, tu dis poubelle, mais pauvre patient avec la pylori. Exact. Je dirais, il y a une seule indication pour laquelle je recommanderais du Pepto-Bismol, c'est pour... ça ferait partie d'un traitement pour traiter le H. pylori, qui est une bactérie qu'on peut avoir dans le système digestif. Tout ça pour dire que si tu as un H. pylori, tu vas avoir un traitement prescrit et un traitement qui va se trouver derrière le laboratoire. Tout ça pour dire que le Pepto-Bismol, je le mettrais à la poubelle en vente libre, mais je le garderais derrière le comptoir pour le H. pylori qu'on a une fois par année bisextile. Fait que pourquoi tu ne recommandes pas le Pepto-Bismol? Parce que peu importe ce qu'on voudrait traiter avec le Pepto-Bismol, il existe des meilleures options. Effectivement. Tu sais, souvent... Écoute, je sais pas trop pourquoi les gens utilisent le Pepto-Bismol. Souvent, ce que j'entends dire, peut-être pour, mettons, diarrhée, nausée... Ouais, c'est tout le temps, à chaque fois que les gens m'arrivent avec ça, c'est comme... C'est quand même nébuleux, l'indication, la véritable indication du Pepto-Bismol, mais c'est qu'au final, souvent, les gens l'utilisent pour traiter des problèmes gastro-intestinaux, là, au final. Mais on dirait que toutes les indications auxquelles je peux penser... il existerait des meilleures options. Tu sais, mettons, par exemple, nausées. Bon, ben, mettons, on va avoir des options efficaces pour les nausées, comme le Gravol, par exemple, ou, mettons, les diarrhées. Bon, ben, l'Imodium, par exemple. Diarrhée du voyageur, ben là, est-ce qu'il faut un antibiotique? Tu sais. Fait que j'ai... C'est peut-être parce qu'ils veulent la langue noire. Oui, c'est un effet secondaire qui, en tout cas, qui me refroidirait, je pense, par rapport au Pepto-Bismol, mais bon. Si jamais vous avez la langue noire suite à du Pepto-Bismol... C'est un effet secondaire possible du Pepto-Bismol, mais c'est ça, c'est juste que j'ai l'impression qu'il existe des meilleures options pour peu importe l'indication avec des effets secondaires qui incluent pas la langue noire. C'est quand même... Non, il y a des bonnes options. Puis en plus, votre pharmacien, si c'est comme du reflux, des choses comme ça, le pharmacien peut même vous en prescrire. Ben oui, mais c'est ça, tu sais, mettons, pour le reflux, moi, jamais je penserais à du Pepto-Bismol. Mais il y en a qui... Ben oui, parce que quand tu regardes, quand tu lis les étiquettes, ben là, c'est impressionnant, il est marqué que ça soulage 10 symptômes. Ils ont même une belle petite annonce. En réalité, c'est ça. En réalité, est-ce que ça soulage ça? Non. Je sais pas. Bref. OK. Moi, j'avais un dernier produit, mais je pense que je vais le garder pour une prochaine vidéo. Parce que c'est quand même un long sujet. Puis même, j'ai pensé à d'autres produits de vente libre que je ne recommanderais pas pendant nos discussions. Bon, ben parfait. Fait que je pense qu'on va avoir de la place pour une deuxième vidéo là-dessus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'avez pas raté cette prochaine vidéo, si vous avez aimé. Puis, laissez-nous un j'aime puis un commentaire. On aime bien ça, lire vos commentaires. Donc, merci de nous avoir écoutés. Ben merci, Au prochain épisode. Ouais. Bye. Bye.